Qui aurait cru que les mini Percy deviendraient littéralement des clones de Percy? Et bah moi, ne vous inquiétez pas, j'en parle. Yo les bros, ici Bigonga, j'espère que vous allez bien, rapport ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 112 des 4 chevaliers d'Apocalypse, le corps de mon moi Djervassi, un chapitre juste ouf et incroyable qui nous en apprend un peu plus sur les origines de Percy et de son pouvoir magique. Nous avons aussi à travers ce chapitre et possiblement à l'avenir un scénario assez favorable pour Tristan et son humiliation face à Schwartz. Ne vous inquiétez pas, j'en parle au cours de cette vidéo. Nous avons une page cover juste incroyable. Nous montrons un mini Percy sur la page entière. Nous pouvons clairement nous demander ce que signifie cette expression de la part de ce dernier. Ouais, pourquoi le fait-il? Le chapitre commence avec le monde démoniaque en grand péril à cause de l'énergie négative du Behemoth qui continue de se déverser sans relâche sur les démons et l'environnement du royaume démoniaque. Nous apprenons que le démon ressemblant à un tigre a une fille qui a peur et pleure depuis des jours à cause de cette peur permanente de la mort qui est due à l'énergie négative du Behemoth qui se déverse sur eux. Schwartz fera savoir que dans 6 jours, ils devront protéger Perceval qui ira sur le dos du Behemoth avec ses compagnons. Donc ils doivent être préparés à cette éventualité. Il ajoutera qu'avant tout, ils doivent d'abord trouver les intrus de Camelot qui se sont aventurés dans leur royaume pour pouvoir défaire les chevaliers de la prophétie et leurs alliés. Ils doivent donc s'assurer avant tout qu'ils soient tous éliminés. Les autres accepteront la suggestion de Schwartz et iront donc à la recherche de ces chevaliers chaotiques. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous soumettre une petite hypothèse de ma part sur le déroulement des événements après cette décision de Schwartz d'aller trouver et éliminer les intrus de Camelot dans leur royaume. En fait, je pense personnellement qu'après qu'ils aient trouvé ces chevaliers chaotiques, ils vont probablement se faire battre par les chevaliers du chaos dans une lutte bien évidemment un minimum acharnée. Après cela, nous aurons probablement ces derniers, le Quatuor et compagnie, remarquant l'absence de ces pseudo-chevaliers noirs. Et lorsqu'ils apprendront qu'ils sont allés chercher les chevaliers chaotiques pour pouvoir les défaire et depuis ils ne sont pas encore revenus, nous aurons probablement, je pense, Perceval, Tristan et le reste de leurs pelotons respectifs allant pour sauver ces pseudo-chevaliers noirs. Nous aurons par la suite Percy étant opposé à son oncle et peut-être saurons-nous plus sur Percy et ses origines. Tristan étant opposé d'après moi à Tomintoul qui selon moi gardera les pseudo-chevaliers noirs en captivité. Après une lutte acharnée sous les yeux de ces pseudo-chevaliers noirs, il pourra enfin avoir le respect qu'il mérite de la part de ces derniers en battant Tomintoul qui d'après moi les aurait tous battus sans trop de difficultés. Nous aurons alors les autres étant opposés à d'autres chevaliers chaotiques et au passage avant que Percy et compagnie n'arrive, la petite lutte entre les pseudo-chevaliers noirs et les chevaliers chaotiques pourra servir à la libération de Govan qui viendra informer les autres de la capture de ces pseudo-chevaliers noirs et de la position exacte des chevaliers du chaos. Après cela, Govan aura aussi un adversaire attitré. Mais celui qui n'aura pas d'adversaire parmi ces chevaliers chaotiques sera d'après moi Lancelot. J'ai une petite théorie sur l'être qui pourrait être l'adversaire de Lancelot ou qui pourrait au moins avoir toute son attention, empêchant ainsi ce dernier d'aller confronter les chevaliers chaotiques. Je vais y revenir. Mais sachez juste que ce n'est pas le Behemoth, oui. D'après moi, même si Lancelot a une puissance quasi colossale, je ne crois pas trop qu'il peut réellement battre le Behemoth. Mais bon, si vous voulez savoir l'adversaire attitré de Lancelot, pendant que les autres iront confronter les chevaliers chaotiques, restez jusqu'à la fin de la revue de ce chapitre. Le chapitre continue avec un Tristan, si je peux le dire, dépité, assis et regardant l'agitation des démons dehors. Chiotte entrera dans la pièce et saluera ce dernier. Nous apprenons que dans le monde des démons, il n'y avait pas de nuit ni de matin, ce qui d'après moi pose un léger problème, car si le royaume des démons n'a ni matin ni nuit, comment ont-ils même pu développer le concept d'un jour? Et aussi dans Nanatsu, si je ne me trompe, Chandler avait énoncé que les démons devenaient plus forts la nuit, ce qui d'après moi suggérait que le royaume démoniaque avait bel et bien des nuits et des matins. Mais peut-être qu'il faisait allusion au royaume de Britannia qui possède effectivement le matin et la nuit. Donc pour expliquer ce fait, je m'appuie au fait que ce dernier faisait allusion au monde des humains lorsqu'il a fait mention de ce fait. Ou peut-être même que puisque le royaume des démons est un royaume associé aux ténèbres, à l'obscurité, à tout ce qui se rapproche au noir, etc. Et bah il a juste pris cela comme étant une nuit éternelle dans ce royaume. Et donc après cette petite explication, dans le monde des démons, les démons ont toujours plus de puissance comparé à lorsqu'ils sont dans d'autres royaumes en pleine journée. Mais peut-être que je dis des conneries. Reste à savoir comment ils ont établi le concept d'un jour, car ça, je me pose encore des questions sur le bail, putain. Mais bon, je m'égare. Revenons au sujet principal de cette vidéo. Nous avons par la suite Tristan disant clairement à Chiotte qu'il était désolé de l'avoir déçu durant son combat contre Schwartz. Chiotte dira d'apparemment un truc assez cool qui peut entre guillemets un peu remonter le moral de Tristan. Il dira qu'il n'a rien dit à Isolde et qu'il n'a jamais été déçu de lui pendant même un seul instant. Même si ce
qu'il dit montre juste qu'il est un fan hardcore de Tristan, et bah ça permet aussi d'un peu remonter le moral de ce dernier, oui, car même s'il croit que tous les autres ont été déçus de lui, et bah ça remonte quand même le moral d'avoir au moins une personne qui vous soutient fidèlement. Mais bon, c'est quand même dur pour ce dernier avec l'humiliation qu'il a subi face à Schwartz. Même si je dis que Shiot lui soutient tout ça, et bah si j'étais à sa place, je serais direct parti du royaume démoniaque comme le lui avait suggéré Schwartz à la fin de leur combat. Mais bon, ce dernier doit d'une manière ou d'une autre gagner le respect de ses démons et surtout de Schwartz. Ce qui nous ramène juste à la théorie que je vous ai faite, plutôt concernant le fait que ces pseudo-chevaliers noirs seront capturés par les chevaliers chaotiques et nous aurons bien évidemment Tristan et Percy et les autres venant bien évidemment les libérer avec un Tristan se battant contre Tommy Tool devant ces pseudo-chevaliers noirs, gagnant ainsi leur respect. J'ai bien aimé la séquence avec ces deux-là dans ce chapitre, avec un Tristan peut-être député, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont émis l'idée selon laquelle Tristan ne soit pas vraiment député, mais qu'il ait juste hérité du visage de sa mère dans une telle situation. Ça pourrait être cela, mais passons, car je ne suis pas là pour vous parler de cela. Nous avons le royaume démoniaque agité de partout. Je suppose que c'est à cause de la recherche des chevaliers chaotiques et aussi de l'énergie négative du Behemoth qui se déverse sur eux. Nous sommes par la suite ramenés vers la fille du démon tigre entourée d'autres démons. Mais nous avons cette dernière, comme nous l'avait décrit le démon tigre, pleurant et étant terrifié qu'ils meurent tous à cause du fait que le Behemoth aspire leur force vitale. Nous apprenons d'un démon un peu plus vieux à côté d'elle, bien évidemment, que c'était leur châtiment. Donc maintenant que le Behemoth s'est réveillé, ils ne peuvent qu'être impuissants. Il leur apprendra que cet événement s'était déjà produit il y a 16 ans de cela, avec de nombreux démons ayant perdu la vie au cours de cette période à cause de l'aspiration de leur force vitale par le Behemoth. Nous avons alors ces derniers perdant encore plus d'espoir et nous avons juste une voix au loin leur disant: debout mon peuple, n'abandonnez pas, le monde des démons sera sauvé, ne perdez pas espoir. Ils se demanderont de qui provenaient de telles sottises. Et nous avons quelques démons apparus plus tôt avec l'énorme démon qui avait qualifié Percy de sauveur dès son arrivée au royaume démoniaque et quelques autres démons apparus lorsque nous avions eu le gros plan avec Schwartz et les autres démons putain. Nous les avons leur faisant savoir que le monde démoniaque sera sauvé car Perceval, leur sauveur d'il y a longtemps, était revenu dans leur royaume et allait aller affronter avec ses compagnons le Behemoth dans 6 jours pour leur sauver bien évidemment. Nous avons les démons étant étonnés et heureux d'apprendre la nouvelle. La fille du démon tigre demandera qui était ce sauveur et nous avons le démon semblant être un peu plus vieux disant que c'était un miracle. D'autres démons diront la même chose, ouais, Percy est à la fois leur sauveur et en quelque sorte leur miracle. Nous sommes direct ramenés vers leur sauveur ou miracle, vous y choisissez putain. Continuant son entraînement juste impossible face à Lancelot. Il continuera de donner des coups dans tous les sens dans l'espoir de toucher Lancelot, mais bon, ça ne servait à rien car Lancelot pouvait tous les éviter. Lancelot lui fera savoir que s'il continuait de donner des coups dans tous les sens sans avoir de but précis, alors il ne pourra toucher personne. Mais bon, le gars abuse quand même car il est juste trop puissant. Il parlera du fait de ne pas douter des capacités spéciales que possède Percy, mais même possédant toutes ses aptitudes, il ne connaissait tout simplement pas comment s'en servir à bon escient. Percy lui demandera comment faire pour bien les utiliser et sur une série d'attaques juste incroyables contre Percy, il lui dira de ne pas penser mais de juste le sentir. Il demandera aussi à Percy s'il voulait passer ces 6 jours à continuer de combattre le niveau de Macduff, ce qu'il refusera bien évidemment. Johnny, remarquant l'entraînement que suivait Percy, se rendra compte d'à quel point c'était éprouvant pour lui. Mais bon, lui aussi doit se concentrer sur son entraînement avec ses 76 mètres à atteindre avant la fin de la semaine putain. Alors concernant son entraînement, après avoir encore une fois de plus essayé de le faire, il dira juste que c'était impossible pour de le faire putain. Nous avons par la suite Anne et Nazian s'entraînant. Nous avons Nazian remarquant l'agitation qu'il y avait dans le monde des démons. Anne demandera à ce dernier ce qu'il voulait dire à Isolde lorsqu'elle parlait de ce que Jade voulait la dire avant de se sacrifier pour elle. Il supposera que ce que Jade voulait dire à Isolde, c'est qu'il l'aimait. Et donc, c'est ce qu'il allait dire à cette dernière pendant leur discussion. Anne dira qu'elle le savait. J'avais bien évidemment supposé dans la revue du chapitre précédent qu'elle le savait. Ce qui prouve juste que je ne vous avais pas raconté des conneries dans cette vidéo, bien évidemment. Nazian se demandera pourquoi l'avait-elle arrêté puisqu'elle le savait elle aussi. Avant de continuer, je tiens à souligner le fait que personne ne croit pas trop que c'était cela que Jade voulait dire à Isolde avant de se sacrifier pour elle. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir sous peu. Anne s'énervera un peu contre ce dernier car en voulant le dire à Isolde, il n'a pas pensé ou son sentiment que possédait cette dernière, car si, comme je vous l'avais bien évidemment aussi dit dans la revue du chapitre précédent du manga bien évidemment, ce dernier l'avait vraiment dit à Isolde, alors ça l'aurait fait de la peine de savoir que Jade était mort à cause de l'amour qu'il ressentait pour elle putain. Avant de continuer et pour ne pas l'oublier, laissez-moi vous dire ce que je pense personnellement que Jade voulait dire à Isolde avant de mourir. Déjà de base, en lisant les chapitres sur l'arc Walnak bien évidemment, je peux quasi supposer logiquement que Jade ne voulait rien dire à cette dernière
Pourquoi je le dis? Et bah c'est juste parce que lorsque Jade est mort durant le discours des mini-Percy sur son âme, ils n'ont jamais dit que ce dernier avait des regrets. Ce qui veut juste dire qu'il ne voulait juste rien dire ou n'avait aucun remords sur Isolde ou ses autres compagnons. Et aussi, hormis le fait que Jade dise à Isolde qu'il l'aimait, n'oublions pas que ce dernier voulait aussi dire à cette dernière ce qui s'était réellement passé dans le passé concernant le sauvetage de cette dernière par Tristan et non par lui. Oui. Et d'après moi, à ce moment précis, Jade ne voulait pas dire à cette dernière qu'il l'aimait, mais bel et bien que ce n'était pas lui, mais un véritable prince qu'il avait sauvé dans le passé. Et en le disant, perso, je crois fortement que nous aurons dans un futur très lointain le retour probable de Jade en chevalier chaotique, éclaircissant un peu plus la lanterne de cette dernière Isolde bien évidemment sur ce mensonge et pourquoi pas pour la déstabiliser encore plus, la disant en plus qu'il l'aimait. Donc retenez juste que selon moi, Jade voulait possiblement dire à Isolde à la place de qu'il l'aimait que ce n'était pas lui mais Tristan qui l'avait sauvé lorsqu'ils étaient plus jeunes, ou juste il ne voulait rien dire à cette dernière car comme l'avait souligné les mini-Percy, son âme n'avait aucun regret. Mais continuons putain. Nous avons ensuite Nazian disant un truc qui selon moi pourrait nuire à ce dernier. Nazian bien évidemment. Il dira à Anne que juste parce que Jade est mort, alors ses sentiments aussi doivent mourir avec lui. Il ajoutera que s'il était à la place de Jade, il ne le supporterait pas. Il ajoutera le truc qui d'après moi nuirait possiblement au perso. Il dira à Anne que s'il lui arrivait quelque chose, il voudrait qu'elle dise à Percy et nous avons des points de suspension. Mais bon, nous savons bien que ce qu'il veut qu'elle dise à Percy est qu'il l'aime. Déjà de base, ce dialogue me fait juste dire qu'un truc similaire pourrait arriver à ce dernier. Et ce truc nous emmènerait probablement à encore avoir un Percy en mode désespoir. Perso, je veux juste, si ça se passe réellement, avoir une fausse mort de ce dernier. Ouais. Il pourrait être mort aux yeux de Percy, mais serait par la suite ramené à la vie, car il ne serait pas vraiment mort pour de vrai. J'espère donc que ce dernier ne mourra pas dans la suite du manga, car je kiffe quand même le développement du perso et le perso en lui-même. Nous avons une Anne lui donnant une pichenette sur le front, car cela portait malheur de penser à ce genre de choses. Elle ajoutera qu'il devait dire lui-même à Percy ce qu'il ressentait pour lui. Nous avons bien évidemment ce dernier se remettant en question de s'il pouvait ou non le dire à Percy. Après cette séquence, je ne sais pas trop ce que Nakaba créera par la suite pour nous montrer que ce dernier n'est pas une meuf, car tout ce que nous avons eu dans cette séquence entre lui et Anne montre juste, d'après moi, que ce dernier est littéralement une meuf, oui. Mais bon, lorsque j'emploierai le perso, je parlerai toujours de lui comme étant un homme jusqu'à ce que ce soit vraiment prouvé que c'est une meuf. Mais perso, je pense qu'il est une meuf. Reste à savoir ce que pourrait faire Nakaba là-dessus pour nous introduire cette information de la meilleure façon qui soit. La vidéo spéciale concernant ce dernier sera dispo ce mercredi. J'espère vous retrouver au rendez-vous. Nous avons alors ces derniers remarquant que Percy avait l'air bizarre. Percy remarquera que son corps surchauffait et avait même l'impression de devenir fou. Le dernier devient ainsi à cause du surplus d'espoir qui déferle sur lui. Nous avons alors une page juste incroyable avec un Percy au milieu étant dépassé par ce surplus d'espoir. Nous avons sur la page les démons faisant un peu comme s'ils regardaient Percy avec tout cet espoir dans leurs yeux. J'ai énormément kiffé cette page. Nous avons même les animaux du royaume démoniaque portant leur espoir sur Percy avec d'autres démons levant même les mains vers ce dernier. Nakaba s'est surpassé sur cette page juste impeccable. J'ai kiffé putain. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette case en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Nous avons ensuite ce surplus d'espoir se canalisant en quelque chose avec l'énergie déversée étant remarquée par les autres qui s'entraînaient et même par Lancelot. Nous avons ensuite les mini-Percy ayant pris la forme complète de Perceval ou étant littéralement devenu un clone de Percy. Ce que en soi j'ai juste kiffé et ce qui confirme aussi une théorie que je vous avais énoncée dans l'une des reviews manga concernant la magie de Percy. Nous avons littéralement un clone de Percy, même s'il n'a pas le casque de ce dernier, ça ne dérange pas putain. Il a au moins la cape et la taille de Percy et même son apparence. Après cela, devons-nous vraiment les appeler mini Percy? Perso, je les rebaptise Super Mini Percy. En fait, j'ai juste vu des gens l'appeler ainsi et donc moi aussi j'ai décidé de l'appeler ainsi putain. Nous avons ce Super Mini Percy juste badass devant Percy qui est juste étonné de voir sous ses yeux un autre lui. La team Percy s'étonnera de voir les Mini Percy étant devenus si grands. Le Super Mini Percy demandera à Lancelot s'il pouvait lui combattre à la place de Percy. Il acceptera histoire d'un peu plus tester. Pour ceux qui ont vu cette case de travers, en fait, sur cette case, le Super Mini Percy ramasse l'épée de Perceval et n'a pas à créer une nouvelle épée à partir de la magie de ce dernier. Ouais. Sachez juste que l'arme qu'utilise ce Super Mini Percy est l'arme que Béatrice a prêtée à Percy. Nous avons par la suite le Super Mini Percy lançant son attaque sur Lancelot. Lancelot lui transpercera sans hésiter. Mais à sa grande surprise, le Super Mini Percy se rematérialisera derrière lui et lui assénera un coup juste surpuissant de derrière. Coup qui fera mordre la poussière à ce dernier. Percy s'étonnera de voir cela et nous avons le Super Mini Percy disant à Perceval de ne pas être étonné de ce spectacle car il était bien plus fort et plus précieux que lui. Il le qualifiera même de grand frère. En fait, dans la version française,
japonaise, ce n'est pas trop cela. Mais bon, en japonais, c'est cela. Percy se demandera aussi qui il était. Et nous avons ce super mini Percy, disant Zarura Endu. Il utilisera la même langue qu'avait utilisé Percy lorsqu'il avait combattu Chiotte à Lyonesse en mode désespoir. Je vais y revenir. Ce dernier ajoutera qu'ils étaient des fragments d'un être supérieur. Ça, c'est dans la version japonaise. Dans la version française ou anglaise, ce n'est pas trop précisé. Mais bon, c'est ainsi en japonais. Et puisque c'est le japonais, la langue officielle des mangas que je connais, si je ne dis pas de conneries, alors c'est littéralement cela. C'est sur cela que ce chapitre se conclura. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner le fait que si cette langue est parlée par ce super mini Percy, alors qu'il reflète l'espoir des gens envers Percy, cela signifie juste que la langue qu'avait utilisé Percy en mode désespoir n'est pas qu'utilisée en mode désespoir, mais aussi avec l'espoir et avec le fait qu'ils disent qu'ils sont des fragments d'un être supérieur. Signifie juste que cette langue doit possiblement être la langue d'origine de cet être supérieur. Perso, je crois déjà que cet être supérieur est le chaos. Je vais plus développer cette idée sous peu, où cet être pourrait possiblement être en lien avec le chaos. Je vais y revenir. Ce que je dis concernant cette langue revient juste à dire que nous aurons par la suite cette langue étant possiblement la langue du chaos, avec des êtres vivants, pas comme les humains bien évidemment, mais juste les créatures créées par le chaos originel, comme Cat Palog. Utilisons cette langue et ce ne serait pas Percy, mais son pouvoir magique qui serait en lien avec le chaos, peut-être même que Percy, mais attendez, je vais développer ce sujet sous peu, putain. Donc, le monde désespoir serait juste Perceval possédé par l'autre facette de son pouvoir magique, le désespoir. Je me demande si Percy comprend réellement cette langue, ou nous le saurons bien évidemment dans le prochain chapitre. Et aussi, puisque nous avons récemment vu que les mini-Percy avaient des pensées malfaisantes vis-à-vis de Lancelot, en fait, je pense que ce que nous appelons le mode désespoir de Percy ne serait pas vraiment comme tel, mais juste les mini-Percy ayant pris le contrôle de Perceval et ayant déduit que le peloton Tristan était des ennemis, et donc il ne ressemblerait donc pas à un monstre, mais juste à un être vivant ayant perdu le contrôle sous cette forme, bien évidemment. J'espère avoir un minimum de raison sur ce que je viens de vous dire. J'espère que je ne vous dis pas de conneries. Nous avons au centre, qu'est-ce que cela signifie? Et sur la marge, Super Mini Percy a réussi à surpasser le niveau 2 Macduff. Sa façon de se dépasser ne ressemble-t-elle pas à celle de son maître? Le chapitre 113 a pour titre Zarura Endu. Putain, je sais bien que j'ai mal prononcé le nom, mais bon, je suis pas trop, putain. Donc j'espère avoir plus d'infos sur ce qu'est cette créature issue de la magie de Perceval dans le prochain chapitre, et aussi plus qu'à chaque fois que les mini Percy ont évolué, ils sont restés comme tels. Par la suite, je me demande si dorénavant nous aurons les mini Percy avec cette forme de super mini Percy. J'ai énormément apprécié ce chapitre avec tout ce qu'il nous a offert. Avant d'aller plus loin, et pour ne pas oublier d'émettre cette hypothèse concernant l'adversaire de Lancelot après ce chapitre, je pense que ce sera ce super mini Percy, et ce sera dans le contexte où ce super mini Percy dira à Lancelot que tout ce qu'il apprendra sera directement donné comme enseignement à Percy. Car même s'il a sa propre volonté, il vient quand même de l'essence de la magie de Perceval. Donc lorsqu'il refusionnera avec Percy, tout ce qu'il aura appris sera remis à Percy, et nous aurons donc un Lancelot entraînant ce super mini Percy, car déjà de base, je ne crois pas trop que ce super mini Percy pourra facilement passer le niveau 3 si Lancelot continue bien évidemment cet entraînement avec lui. Et aussi, peut-être que Lancelot dira vouloir tout savoir sur ce que connaît ce mini Percy, sur la nature de Perceval, ou du pourquoi il en vient toujours à la vie à chaque fois qu'il est tué, car il a, d'après moi, beaucoup plus d'infos comparé à Percy sur lui-même. Mais nous aurons bien évidemment, d'après moi, ce super mini Percy disant à Lancelot qu'il lui dira tout à condition qu'il lui combatte et le batte à la loyale dans le cas de cet entraînement, ou bien même dans un duel normal. Nous aurons alors ce super mini Perceval donnant du fil à retordre à Lancelot, car il serait juste trop puissant, ou encore il pourrait juste taper la causette avec ce mini Percy pendant que le peloton Perceval et le peloton Tristan vont récupérer les pseudo chevaliers noirs aux mains des chevaliers chaotiques. Donc je pense que Lancelot tapera possiblement la causette avec ce dernier pendant que les autres iront au front. Si nous sommes un minimum sur la même longueur d'onde, d'après moi, cet être est en soi la façon qu'aura Nakaba de ne pas envoyer Lancelot au front avec tous les autres. Et nous aurons probablement un cliffhanger de la part de Nakaba sur la discussion entre ces deux-là, Lancelot et le super mini Percy, ou Zarura Endu. Mais bon, l'avenir nous le dira. Avant de vous parler de la théorie concernant son lien avec le chaos, je vais d'abord vous parler d'une théorie que j'entends souvent, qui voudrait que ce dernier soit littéralement la réincarnation de l'ancien roi démon. En fait, cette idée est, d'après moi, née du fait que le roi démon est dit dans la nature, bien évidemment, qu'il était la mort. Et Percy est le chevalier de la mort. Et aussi parce que lui et l'ancien roi démon ont tous deux pu apaiser le Behemoth. Perso, je ne suis pas trop du côté de cette théorie, car déjà de base, s'ils sont des fragments d'un être supérieur, alors ça voudrait dire qu'ils sont des fragments du roi démon. Et en considérant le fait que l'un des 10 commandements est un 20e de la puissance du roi démon avec leur commandement bien évidemment, alors perso je n'y crois pas trop, car à l'Ouest ils ont déjà battu
des gens ayant une puissance plus grande que celle des commandements. Donc perso, ça ne passe pas trop avec moi, putain. Et aussi, ça voudrait dire que Percy est logiquement le grand-père et le compagnon de Tristan et aussi le père de Mélodas et Zeldris, et pourrait par la suite reprendre le règne du royaume démoniaque. Perso, ça ne passe littéralement pas avec moi, putain. Je ne suis pas trop connu de cette théorie. Et en plus, considérant le fait que la matérialisation de son pouvoir magique et lui-même en mode désespoir utilise cette langue inconnue de tous, alors l'idée qu'il soit un fragment du roi démon ou sa résurrection ne passe littéralement pas avec moi, car déjà dans Nanatsu, nous n'avons jamais vu le roi démon utiliser de près ou de loin cette langue. Mais bon, peut-être est-ce vraiment le cas et que ce que je pense soit littéralement faux. Mais d'après toutes les infos que nous avons actuellement dans le manga, alors ça ne passe pas. Si oui, nous avons peut-être à l'avenir d'autres infos allant dans le sens de cette théorie, alors je n'aurai d'autre choix que d'accepter ce fait. Mais laissez-moi votre avis sur ce fait en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Parlons maintenant de, selon moi, le véritable fragment que serait formé Percy. Oui, parlons du pouvoir de Percy ou Percy lui-même comme étant un fragment du chaos. Avec la ligne sur un fragment d'un être supérieur rappelle déjà d'après moi le concept de fragment du chaos. De plus, certains fragments manquants comme celui-ci pourraient expliquer les limites apparentes des pouvoirs d'Arthur, même en tant que roi du chaos. Le fait qu'il ait besoin d'arracher des morceaux de Britannia pour construire son royaume au lieu de simplement créer de la matière à partir de rien comme le chaos originel l'a probablement fait est la bizarrerie la plus évidente d'après moi. Cependant, il y a aussi un autre détail similaire auquel j'ai pensé, qui est son apparente incapacité à créer la vie avec son pouvoir. Le chaos a engendré les trois divinités ainsi que les clans géants et humains. Donc logiquement, Arthur devrait être capable d'exploits similaires. Ouais, il pourrait créer des divinités avec la même puissance que le roi démon ou la divinité suprême. Cela soulève la question, pourquoi Arthur n'a-t-il pas fait quelque chose comme ça pour combattre les péchés ou le quatuor du destin? Pourquoi a-t-il simplement corrompu Melascola au lieu de créer un nouveau commandement ou apôtre ou même une entité de niveau divin? Pourquoi a-t-il demandé à Melascola de faire revivre Galante au lieu de le faire lui-même? Pourquoi les Joël du chaos utilisent-ils des créatures apprivoisées du purgatoire au lieu de monstres créés par Arthur? Vous voyez bien que là il y a plusieurs questions, putain. Il convient de noter qu'Arthur a en fait créé des animaux et des monstres auparavant, à la fois à la fin de Nanatsu ainsi que lorsqu'il a torturé Ironside et tué la fée se faisant passer pour Merlin. Cependant, un détail crucial en ce qui concerne ces contre-exemples apparents est que toutes ces créatures ont disparu dès qu'Arthur a cessé d'utiliser sa magie. Ce n'était que des constructions magiques temporaires, contrairement aux divinités et aux clans créés par le chaos originel qui peuvent subvenir à leurs propres besoins, penser de manière indépendante et même se reproduire. Une limitation similaire s'étend également à la capacité d'Arthur à créer de la matière, car toute structure qu'il crée disparaît simplement après avoir désactivé sa magie du chaos. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne manque pas seulement à Arthur le fragment du chaos qui est responsable de la création de la matière réelle, mais aussi de celui responsable de la création de véritables créatures vivantes avec une force vitale. Ce fragment serait alors, d'après moi, soit en position de Perceval, soit aurait peut-être pris une forme humaine pour devenir Perceval. Nous savons déjà que sa magie implique la capacité de manipuler la force vitale, car il était capable à la fois de vider le bras de Chiotte de toute sa vie et de redonner vie au bras. Les mini-Percy ont également montré certaines connaissances liées à la vie et à la mort. D'abord lorsqu'ils ont identifié que les mains des morts que Mélagalante avait convoquées essayaient de traîner les joyaux sacrés dans l'autre monde, puis de nouveau après la mort de Jade, et ils ont expliqué que l'âme de Jade était capable de passer parce qu'il n'avait pas de regret majeur. Cette idée de fragment suggérerait également qu'il existe une autre entité similaire à Perceval quelque part dans le monde britannique. Celle-là capable de créer et peut-être de détruire de la matière physique. Oui. Et donc Arthur après cela aurait une partie plus grande du chaos, mais avec des manques comme ce qui semble être le pouvoir de Percy ou Percy lui-même. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, nous aurons par la suite un autre fragment de cet être supérieur, je présume le chaos bien évidemment, étant capable de créer de la matière vivante à partir de rien. Et donc ce serait impossible pour Arthur de pouvoir récupérer ces fragments car il serait trop puissant avec. Il serait quasi au même titre que le chaos originel, étant capable de créer des êtres avec une puissance quasi égale à ceux des divinités. Mais bon, là ce serait trop cheaté pour lui s'il les avait, putain. Donc ce dernier sera dans l'incapacité d'avoir tous ces fragments, car selon moi il n'y aurait pas que le fragment avec Percy et l'autre étant capable de manipuler la matière vivante. Oui, il y aurait donc d'autres fragments dispersés un peu partout dans différents êtres. Voilà un peu l'explication qui serait d'après moi en accord avec le fait qu'il soit avec les mini-Percy des fragments d'un être supérieur. Mais il y a aussi une autre théorie qui voudrait qu'il soit des fragments d'un être de la même nature que le chaos. Pour ceux qui se disent que Percy et son pouvoir seraient
des fragments du Behemoth, avec le Behemoth étant cet être supérieur. Et bah laissez-moi tout simplement vous dire que c'est peut-être faux, car le Behemoth a déjà de base, d'après moi, plus ou moins la même puissance que l'ancien roi démon, et la similitude de leur magie à lui et Percy les rapporterait selon moi au chaos. Et donc en prenant en compte le Behemoth et en revenant à l'hypothèse concernant le fragment du chaos, et bah il n'y aurait pas un seul être pouvant manipuler la force vitale, mais bel et bien deux ou plusieurs de manière différente, avec Percy ayant l'obligation possiblement de toucher la personne pour manipuler sa force vitale, et le Behemoth c'est bien sûr à travers l'énergie négative ou positive qu'il déverse. À travers ce même toucher de Percy, il peut d'après moi émettre les mêmes ondes négatives que le Behemoth. Avec ce fait établi, je me demande si ça n'a pas été le pouvoir magique de Percy et non Percy bébé qui était allé dans le passé établir la causette avec le Behemoth pour lui faire rendormir, lui parlant, je présume, en utilisant le même langage qu'il vient d'utiliser avec Percy. Si cette scène se reproduit et que de nouveau face au Behemoth il lui parle, ou du moins les mini Percy lui parlent avec cette langue étrange, ça confirmerait juste d'après moi que cette langue est bel et bien la langue du chaos, ou du moins que le pouvoir magique de Percy ou Percy lui-même serait en lien avec le Behemoth, car il n'y aurait plus que Percy mais bel et bien une autre créature utilisant cette langue étrange. Reste à savoir si cette théorie juste folle pourrait réellement se réaliser. La création de Perceval serait donc faite dans ce sens-là, ou encore Perceval pourrait encore être humain et que ce serait son pouvoir magique qui serait de ce calibre. La relation entre le chaos et le clan humain me rappelle l'idée de Dieu créant l'homme à son image. Il y a aussi le concept de Christ étant le fils de Dieu mais aussi un humain en même temps, un mélange d'humanité et de divinité. Donc avec cela je suppose peut-être bien évidemment que Percy serait Christ en fait. Percy serait Christ et le chaos serait Dieu bien évidemment. Donc Percy serait le fils de Dieu et en même temps un humain. Mais bon, c'est juste une théorie un peu farfelue qui me trottait dans la tête, putain. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Mis à part les origines de Percy, c'est cool de voir les mini Percy évoluer davantage. Je suis curieux de savoir si la réalisation d'une forme humaine comme celle-ci est le sommet de leur puissance ou vont-ils encore grandir. Et aussi la théorie sur la possibilité que Perceval crée éventuellement des versions géantes de ces golems lui ressemblant ou une armée entière d'entre eux. Avec ce que nous avons, j'ai bel et bien l'impression que ce développement pourrait bien fonctionner avec l'une ou l'autre de ces idées. La façon dont les mini Percy se sont transformés en une copie très précise de Perceval sans son casque, avec leur propre volonté et leur propre reconnaissance, ressemble à une configuration potentielle pour un combat entre eux deux. Même si ce mini Percy a bien évidemment dit que Percy était plus précieux et plus fort que lui. Putain, là il n'est pas plus fort que lui. Avec bien évidemment un héros shonen devant combattre une version maléfique de lui-même pour gagner un power-up est un scénario relativement courant et fonctionnerait probablement assez bien ici. Et aussi, au lieu d'avoir un combat Lancelot Percy, nous aurons un combat Percy contre lui-même, augmentant ainsi ses compétences d'épée après cet entraînement avec un Lancelot aidant un peu plus Anne et son pouvoir magique. Car après tout ce que nous avons de ce pouvoir magique, je crois bien que le pouvoir de Percy serait bien plus mystérieux que le pouvoir magique de Anne. Quant à la raison pour laquelle Lancelot soumet Percy à une formation à l'épée, c'est juste pour couvrir la principale faiblesse de la magie de Perceval, à savoir que la plupart de ses fonctions ne sont pas disponibles si ses amis ne sont pas à proximité ou sont assommés. C'est un peu comme la façon dont Rita a pu fournir de l'énergie à Escanor la nuit pour lui fournir un moyen de contourner partiellement son talon d'Achille. Apprendre le maniement de l'épée ne sera pas un énorme surplus de puissance pour Percy dans la plupart des situations, mais cela pourrait lui sauver la vie s'il se retrouve un jour dans le pire des cas. Pour aborder brièvement le débat sur le niveau de puissance du quatuor en global, il convient de prendre en compte ici le fait que la force de Perceval varie en fonction du nombre d'alliés à proximité. S'il est tout seul, il doit se contenter de son mode mort, mais si certains de ses amis sont avec lui, il peut obtenir un gros coup de pouce à ses pouvoirs et même revenir d'entre les morts. Sa magie se prête très bien à la scène quelque peu cliché où le héros se bat contre un méchant majeur, puis nous voyons des plans de tous les alliés qu'il s'est fait au cours de son voyage, regardant son combat et l'encourageant. Compte tenu des propriétés de l'espoir, ce genre de situation ferait probablement faire de Percy le personnage le plus fort de toute la série. Gawain est dans un bateau un peu similaire avec Sunshine, qui est tellement surpuissant que Nakaba a dû faire des Escanor nocturnes, le personnage le plus faible de Nanatsu pour équilibrer.
Même si le pouvoir de Gauvin ne semble pas être comme ceux de ses prédécesseurs Mel et Escanor, ça pourrait être en lien avec ces derniers lorsqu'elle sera apte à le contenir suffisamment pour ne pas endommager son propre corps, car elle est, je présume bien évidemment, humaine. Dans cet esprit, j'imagine que le classement de fin de partie ressemblera à ceci. Perceval à son plus fort serait plus fort que Gauvin vers midi, qui serait plus forte que Lancelot, qui serait plus ou moins égal à Tristan, qui serait plus fort que Gauvin pour le reste de la journée, qui serait plus forte que Percy à son plus faible niveau. Cela semble raisonnable compte tenu de ce que nous savons jusqu'à présent, et c'est le type de structure qui permettrait à n'importe lequel des membres du quatuor de devenir le plus fort du groupe en fonction de la situation. Je parle de Percy à son plus fort niveau, un peu comme Percy ayant un surplus énorme d'espoir avec tous ses alliés regardant la scène et ayant un énorme espoir envers lui, ou tout simplement avec le mot désespoir. Percy à son plus faible niveau serait un Perceval avec peu d'espoir et donc un peu d'alliés autour de lui. Tristan et Lancelot, c'est bien sûr à l'apogée de leur puissance. Ouais, ils pourraient être plus ou moins à forces égales. Pour Gauvin, comme vous l'avez compris, c'est la différence entre comme Escanor à midi ou au reste de la journée. Ouais, à midi, elle serait plus forte que Tristan et Lancelot, mais pas plus forte que Percy avec un surplus d'espoir ou en mode désespoir, mais serait plus forte que Percy avec un minimum d'espoir à profit. Ce sont juste des approximations, ce n'est pas la vérité absolue. Ouais, je pourrais aussi bien me tromper. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Je suis également quelque peu sceptique quant à l'idée que le Behemoth soit le boss final de l'arc. Des affrontements comme Tristan imposant Schwartz en combattant une déesse puissante de toute évidence, Tommy Tool, et Perceval affrontant son oncle ont beaucoup plus de poids derrière eux en termes de développement de personnages. Donc je pourrais voir ceci comme étant les derniers combats de l'arc. Le Behemoth devra bien sûr également être abordé, mais nous savons bien que Percy a déjà réussi à apaiser cette bête alors qu'il n'était qu'un bébé. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin de se battre en premier lieu. Tout ce qui doit arriver, c'est que le quatuor aide Perceval à se rapprocher suffisamment pour faire son truc, ce qui peut créer une scène d'action cool sans nécessiter que le quatuor batte carrément un ennemi plus fort que le roi des mots actuel, et donc ils ne tueront pas le Behemoth ou quelque chose du genre, car c'est déjà d'après moi impossible pour eux de le faire, et pacifieront juste ce dernier. Et aussi à la fin de cet arc, le Behemoth sera quand même d'après moi vaincu. Je vous prépare une vidéo sur lui. Ouais. La façon dont le Behemoth sera vaincu aussi sera abordée dans cette vidéo. Donc pour un planning général, le mercredi qui arrive, il y aura la vidéo sur Naisienne, et le mercredi d'après, il y aura soit la vidéo sur le véritable plan d'Arthur ou juste sur le Behemoth. J'espère qu'elle vous aura plu, car ça m'a pris pas mal de temps à l'écriture comme au montage. Pour le soutien, laissez rapidement un gros pouce bleu, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre ressenti et autres concernant ce chapitre et la vidéo, bien évidemment. Ça m'intéresse de ouf. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout, bonne continuation.